6h14, ouverture du kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Avec toutes ses plumes, le kiosque d'Europe 1, Céline Kallmann pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec la presse nationale et le coup du jour, il est signé Lacroix qui a décroché un entretien exclusif du pape. François, égal à lui-même, n'esquivant aucun sujet. Il faut aider les migrants, dit-il. François s'inquiétant quand il entend parler des racines chrétiennes de l'Europe. J'en redoute parfois la tonalité qui peut être triomphaliste ou vengeresse. Cela devient alors du colonialisme. Le pape enchaîne sur la question du terrorisme. Je ne crois pas qu'il y ait une peur de l'islam en tant que tel, mais de Daesh et de sa guerre de conquête. L'idée de conquête est inhérente à l'âme de l'islam, c'est vrai, dit François, mais on pourrait interpréter avec la même idée de conquête la fin de l'évangile de Matthieu, où Jésus envoie ses disciples dans toutes les nations. Sur les scandales de pédophilie, le pape est très ferme. Il ne peut y avoir de prescription, mais au passage, il soutient le cardinal Barbarin. Je crois qu'il a pris les mesures qui s'imposaient. Sinon, aujourd'hui en France, fait sa une sur ces enfants français manipulés par Daesh, on en parlait en titre. Le Figaro regarde Arnaud Montebourg faire un pas vers la candidature pour 2017. C'est mission quasi impossible, analyse l'opinion. Libération donne la parole à un ex-inspecteur des services vétérinaires qui parle de ce qu'il se passe dans les abattoirs. Nous sommes tous complices de cette barbarie. Et puis sur le site de 20 minutes, cette curieuse question, à quoi sert Hollande ? C'est l'intitulé d'un examen de droit constitutionnel à la fac de La Couronne en Charente. Quand il a été distribué, ça a provoqué un fou rire dans l'amphithéâtre. À quoi sert François Hollande ? Il n'aura pas 3 heures, mais 1 heure pour nous répondre tout à l'heure entre 7h30 et 8h30 sur Europe 1. Céline Kallmann, vous vous êtes plongée dans la presse quotidienne régionale. Quelles sont pour commencer les 3 unes les plus marquantes ce matin ? Alors j'ai retenu une image en une de La Voix du Nord, un homme cagoulé, barré d'une croix avec ce titre « Casseurs stop », nouvelle journée de mobilisation bien sûr sous haute tension avec la crainte de nouveaux débordements. Le Courrier de l'Ouest titre sur Airbnb « Les hôteliers mettent la pression ». À Angers, des logements sont proposés par centaines sur les sites de location entre particuliers et les responsables de l'hôtellerie demandent à la ville d'intervenir. Enfin, en une de Nice ce matin, enchère au Festival de Cannes, adjugé, 150 objets ont été vendus au profit des sinistrés des intempéries d'octobre dernier, près de 100 000 € récoltés. Joli geste. Pour l'histoire du jour, c'est celle de Jean-Baptiste. Il a 27 ans, ou la preuve par l'exemple avec Jean-Baptiste. Le jeune homme, le mois prochain, va rallier Lille pour Montpellier, un périple de 2000 km en fauteuil roulant électrique. Jean-Baptiste est atteint de myopathie, une maladie génétique rare qui provoque une dégénérescence précoce de ses muscles. Jean-Baptiste est un aventurier très déterminé. Il s'est lancé depuis 2 ans donc dans ce défi un peu fou. Sa traversée devrait prendre 3 mois. L'objectif, c'est d'aller au-delà du handicap. Cela m'a toujours fait rêver, dit le jeune homme. Depuis 1 an, nous travaillons avec les bénévoles de l'association Roue Libre à rendre cela possible malgré les contraintes. Donc, en résulte un tracé de 80 étapes, dont les 4 dernières se situent en Languedoc-Roussillon. Alors, au-delà de ce défi physique, ce voyage a pour but donc de dresser un bilan de l'accessibilité en France. Ce sera aussi l'occasion de sensibiliser un peu plus les gens à sa maladie et puis aussi de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. Le départ de l'homme donc dans le Nord est prévu pour le 16 juin, c'est près de Lille. Et si tout va bien, Jean-Baptiste fera son entrée dans Montpellier le 18 septembre. Montpellier, et c'est la raison pour laquelle c'est le Midi Libre donc qui nous en parle ce matin. Jean-Philippe Ballas, la presse internationale. Un baiser qui fait le tour du monde, baiser entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, c'est une fresque géante et plutôt étonnante, une peinture sur le mur d'un restaurant de Vilnius en Lituanie. 2 hommes de profil qui s'embrassent sur la bouche, aucun doute. On reconnaît bien la chevelure de Trump. Il n'y en a pas de différents. Voilà, et on reconnaît bien le regard de Poutine. Alors le patron du restaurant, il explique le message. Voici 2 hommes qui ont un ego surgonflé, qui se ressemblent et qui semblent s'apprécier. Alors c'est une vision plutôt ironique qui rappelle une image similaire sur le mur de Berlin. Une autre fresque inspirée de la célèbre photo de Léonid Brejnev qui embrassait sur la bouche le leader communiste Erich Honecker de l'Allemagne de l'Est. C'était en 79. Céline Kallmann est un peu trop petite pour s'en souvenir. C'est vrai, j'étais pas née. Voilà, on a un clin d'œil artistique donc, mais aussi une réelle inquiétude pour les Lituaniens, parce qu'ils font partie de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qui est régulièrement critiquée par Donald Trump. Il la trouve obsolète, il la trouve trop chère. Des Lituaniens qui se méfient également du voisin, Vladimir Poutine. On a l'impression là d'une nouvelle guerre froide, c'est ce que dit le patron du restaurant. Et l'Amérique pourrait avoir un président qui cherche à faire ami-ami avec la Russie, une alliance au détriment des autres.
En attendant, le message pictural est plutôt efficace parce que cette fresque, je vous garantis qu'elle fait le tour du monde de tous les sites d'infos depuis 24 heures. Donald Trump, il a commencé à régler ses comptes parce qu'il a dit qu'il ne pourrait pas bien s'entendre avec David Cameron parce que Cameron a déjà dit trop de mal de lui. Voilà. S'il était élu à la Maison-Blanche. Axel de Tarlet, Canal+, Bolloré brise tous les tabous, c'est dans les Échos ce matin. Exactement, alors vous le savez, Vincent Bolloré veut drastiquement réduire la plage horaire du Clair. Bien, ce sera chose faite dès la rentrée prochaine. Vincent Bolloré estime qu'en fait, ces programmes en clair ne génèrent pas forcément des abonnements. Il fait d'ailleurs remarquer que c'est une exception française. Dans les autres pays du monde, les chaînes à péage font 100% cryptées. Et ça fait rentrer de la pub, ça dit. Oui, ça fait rentrer de la pub, mais bon, c'est une vitrine qui ne déclenche pas les abonnements. Et Vincent Bolloré, ce qui l'intéresse, ce sont les abonnements. Donc, que vont devenir les programmes en clair? Alors, certains vont passer en crypté. Vincent Bolloré parle du tube et du supplément. Et d'autres pourraient passer sur D8, qui est la chaîne gratuite du groupe Vivendi. La priorité, c'est donc les abonnements avec 2 piliers, les séries et surtout le sport. Alors, pour déclencher plus d'abonnements, Vincent Bolloré va moduler, il va y avoir des formules un peu à tous les prix. Il note d'ailleurs qu'il y a un retard en taux de pénétration, que les chaînes cryptées ont un taux de pénétration de seulement 20% en France contre 50% en Grande-Bretagne. Et surtout, alors moi c'est ce qui m'a le plus intéressé dans cet article, il a une idée diabolique pour vous donner envie de vous abonner à Canal+. Il va diffuser le début du match, d'un grand match. Il sera en clair. Et au moment où Zlatan s'apprête à tirer un coup franc, pouf, vous basculez en payant. Et là vous dites, vous énervez, vous prenez la carte bleue, vous abonnez tout de suite, quoi. Voilà. Et puis alors sinon il y a une autre information qui n'a rien à voir. Vous savez qu'on avait parlé d'une possible vente de iTélé. Il dément, pas question de vendre iTélé, mais il veut un iTélé qui se démarque de la concurrence avec, dit-il, plus de sport, plus de cinéma, plus de culture, plus d'économie, plus d'international. Il y a tout, il y a qu'une chose où il dit pas plus, c'est pas plus de politique. Pas plus de politique. Bah non, c'est pas cité. Voilà. C'est pas tellement sa cam. Mais il dit plus d'économie, vous voyez. On précise que c'est pas une interview de Vincent Bolloré, c'est un papier informé, comme on dit. Voilà, il y a dû y avoir un déjeuner entre le groupe Les Échos et Vincent Bolloré. C'est donc à lire dans Les Échos ce matin. Allongeons-nous avec Eva Rock grâce au divan. Je vous en prie. Enfin, avec Dany Cohn-Bendit, c'est quand même plus intéressant sur France 3 à 23h35. Bah oui, parce que c'est Dany qui s'allonge aux côtés de Marc-Olivier Fogiel. Et alors, il n'est pas avare en révélation, notamment quand il évoque mai 68. Alors, à l'époque, il y a un groupe de psy qui veut aider le mouvement étudiant. Et voilà la suite de l'histoire. Je leur dis, le mieux, c'est vous savez, on a des camarades en prison. Donc, vous pouvez donner un peu d'argent pour qu'on puisse payer les avocats, etc. Donc, on a rassemblé du fric. Et ce qui était quelque chose d'intolérable, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la moitié de l'argent pour aller bouffer à la Coupole. Alors la Coupole, pour les non-parisiens, c'est un très grand restaurant. Alors ça, c'est le Dany malicieux qu'on connaît. Et puis il y a quand même l'homme dont les parents ont fui le nazisme et qui a beaucoup de mal à comprendre sa judéité, lui qui se revendique athée aujourd'hui. Et il parle de cette angoisse à la vue d'une photo, celle d'un petit garçon dans le ghetto de Varsovie. J'ai ce sentiment, tu aurais pu être cet enfant du ghetto de Varsovie qui sort les mains levées et pour la simple raison que c'est un petit juif. Et ça, c'est dur. Alors, il va vite ravaler ses larmes, Dany Cohn-Bendit, parce que vous le connaissez, la colère, elle prend toujours le dessus. L'émission est en train de toucher à sa fin. Il évoque avec pudeur sa femme, son fils. Et au détour d'une phrase, nouvelle révélation, alors devant un Marc-Olivier Fogiel complètement stupéfait. En fait, j'ai encore une fille. Pardon ? Oui, vous saurez tout, mais c'est pas grave. Non, en fait, en 73, j'ai eu une relation et j'ai appris 35 ans après que j'ai eu une fille. On se voit de temps en temps, elle habite pas Francfort, etc. Mais aujourd'hui, on normalise la chose. Voilà, alors vous l'aurez compris, à travers ces 3 petits extraits, il n'écarte aucun sujet, Dany Cohn-Bendit. Et alors, à commencer, parce qu'il est très pudique. Il est très pudique et en fait là, il réussit à rester sur cette pudeur, mais voilà, il y a tous les sujets qui sont balayés, notamment, vous savez, ces accusations non fondées de pédophilie à l'occasion d'un livre qu'il avait publié en 1975 aussi, et dans lequel il évoquait la sexualité des enfants. Il en parle, il reconnaît qu'il aurait préféré ne jamais écrire ce passage d'ailleurs. En ce qui me concerne, après 1h30 d'entretien, j'ai mieux compris qui il était, son histoire, ses combats idéologiques surtout. Et si je devais le résumer en 3 mots, pour moi, c'est quand même le provocateur, affectif et facétieux qui ressort de cette émission. C'est bien lui qu'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1 pour l'humeur de Dany. C'est donc ce soir sur France 3, le divan avec Dany Cohn-Bendit à 23h35. J'ai quand même une petite question. Pourquoi vous avez mis ça comme musique au début ? Que viennent faire les 4 saisons là ? Mais c'est le générique du divan. Ah ! C'était vraiment une question piège ? Oui, c'est l'occasion de réécouter un peu de Vivaldi. C'est Dany qui joue, non c'est pas vrai.
ouais. Alors sinon, Julie. À 9h, dans le grand direct des médias, on parlera de De Gaulle méconnu avec Franck Ferrand, à l'occasion de la diffusion ce soir sur France 2 d'un secret d'histoire consacré à De Gaulle, le dernier des géants. Rideau sur le kiosque.